Bonjour à toutes et toutes, bonjour à toutes et tous, pardon, et bienvenue à Benoît. Donc, Benoît, tu nous entends? Oui, bonjour à toutes et à tous, je vous entends très bien. Bonjour Alain. Bonjour Benoît. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui, ce midi, enfin ce midi, il est 13 heures exactement, tout dépend, c'est encore l'heure du déjeuner pour certains, j'imagine. Donc, pour un webinaire où on va effectivement, enfin, interroger Benoît sur les perspectives qu'il anticipe pour tout ce qui est autour du dollar, que ce soit les indices américains, que ce soit bien sûr la parité euro-USD ou également pourquoi pas, un petit lien avec le GBP-USD. Donc Benoît est connu, j'allais dire connu des services de police, non qu'il se rassure, mais qu'il est connu pour quelques faits d'armes, comme notamment l'anticipation du Brexit en 2013. Peu de personnes, peu d'analystes avaient trouvé l'issue du Brexit. Il l'avait non seulement anticipé et trouvé, tout ça bien sûr c'est archivé sur des sites comme Univers Bourse. Et également, il avait une autre anticipation plus précise, pour cette année 2020. C'était une anticipation à 30 000 sur le Dow Jones qu'il avait énoncé il y a quasiment un an maintenant. Et bon, cette anticipation, il la voyait pour l'élection de Trump et pas juste après. Bon, il se trouve que les 30 000 ont été atteints après l'élection de Trump, mais la dynamique était quelque part là. Donc, si WH Self Invest a invité aujourd'hui Benoît Fernandez-Riou, c'est notamment pour sa lecture pertinente des perspectives à moyen et long terme des marchés et plus particulièrement des marchés de devises. Donc, tout le monde le sait, les marchés dans l'ordre chronologique d'importance, les premiers marchés sur la planète, ce sont les marchés de taux. Ensuite viennent les marchés de devises et enfin tout ce qui est marché indices, actions et autres. Donc, ce qui fait que, par définition, les indices influencent énormément les devises, pardon, influencent énormément les indices. Donc, il est important d'avoir des anticipations sur les orientations monétaires, même si on ne veut pas spécifiquement trader le forex, c'est toujours bien de connaître les orientations, notamment là, je vais bien sûr laisser Benoît se présenter, je vais lui redonner maintenant la main. Alors juste avant peut-être de redonner la parole à Benoît et de lui passer la main, puisque nous ne sommes pas côte à côte, là nous faisons le webinaire à distance, donc juste avant de lui repasser la main, je vais faire un petit rappel sur tout ce qui concerne les risques liés aux produits dérivés que l'on peut utiliser pour intervenir sur les marchés financiers. Donc, il faut bien savoir que quand on intervient sur des produits dérivés, que ce soit les futurs ou que ce soit tout ce qui est CFD et Forex, donc c'est deux familles de produits, une famille plus orientée produits de marché et l'autre famille produits de gré à gré, ce qui veut dire que si vous travaillez sur les futurs, vous pouvez aussi travailler sur les futurs et les monnaies. Donc, il n'y a pas une obligation à être en produit de gré à gré, CFD Forex, pour travailler sur un euro-dollar. Vous pouvez travailler sur un futur euro-dollar au travers du marché des futurs et avec un compte futur. De fait, avec les futurs, on est centralisé sur une bourse et on dispose des volumes, chose que l'on n'a pas quand on travaille sur les produits de gré à gré, comme le CFD Forex. Futurs comme CFD Forex, ce sont des produits dits à effet de levier, sous-entendu qu'on n'exige pas des traders la totalité de la taille de position. Et si un trader opte pour ouvrir une position sur un CFD DAX, par exemple, qu'il est à 1 euro du point, on n'exige pas de lui 13 000 euros sur son compte de trading. On va juste exiger de lui 5% de cette somme. Donc, c'est en cela qu'il faut bien comprendre l'importance de ces produits dérivés, les avantages, mais aussi les risques et les dangers qu'il peut y avoir à les utiliser. Quelqu'un qui travaillerait toujours sur ce CFD DAX et qui choisirait de ne pas mettre de stop et de travailler avec un levier maximum, s'il y a une variation de 5% du sous-jacent dans le mauvais sens, il n'y a plus de compte de trading. Donc il faut bien comprendre tous ces risques. Donc maintenant, je vais passer le témoin en quelque sorte à Benoît, c'est-à-dire que je vais basculer, voilà, je vais une petite manipulation au niveau de notre logiciel de webinaire. Voilà, maintenant je viens de passer la main à Benoît, donc il
il va prendre la parole et bien sûr vous, vous présenter son écran. Voilà, à toi Benoît. Eh bien, merci. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci Alain de me donner la parole et d'avoir fait cette introduction flatteuse. Donc effectivement, les perspectives US ont été faites à 30 000 au Dow Jones, on va revenir dessus. Et désormais, eh bien notre président actuel aux États-Unis va laisser la place à un futur président qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier 2021 prochain, Joe Biden, qui est là présenté et qui donc a été confirmé hier officiellement par le vote des grands électeurs le 14, donc lundi 14 décembre, notamment avec un basculement au moment où les grands électeurs de Californie ont permis à Joe Biden de dépasser les 270 grands électeurs. Donc là, il n'y a plus de suspense. Désormais, on a le nom du prochain président pour les 4 ans à venir aux États-Unis. Donc c'est un changement de cap, c'est un changement assez fort parce que effectivement, on passe d'une exubérance qu'avait incarné Trump, notamment sur la forme, à peut-être des choses qui, sur la forme, seront beaucoup plus polissées, hein, beaucoup plus feutrées. On va revenir à la normalité du multilatéralisme, on va revenir à, de nouveau à un pays, les États-Unis, qui vont diriger le monde et peser sur les décisions de certaines zones géographiques. Ils vont de nouveau être interventionnistes, hein. On va revenir finalement à une sorte de normalité. On a eu une parenthèse protectionniste, une parenthèse de 4 ans, somme toute assez courte, qui se referme. Une parenthèse donc d'isolationnisme et de protectionnisme qui va se refermer. Ceci dit, ce n'est pas parce que avec Biden les choses changent que tout va changer. On n'est pas non plus dans un personnage qui va totalement révolutionner la perspective long terme des États-Unis. Sur la forme, on va avoir beaucoup de changements, mais sur le fond, les choses risquent d'avoir une certaine inertie et donc de continuer en quelque part sur la lancée qu'avait donc initié pour information Barack Obama, qu'avait poursuivi et même accentué Trump de manière assez conséquente, et que donc Biden, qui était le vice-président de Barack Obama, eh bien, va de nouveau perdurer, mais sous une autre forme. Donc, ce que je suis en train de vous dire en synthèse, c'est que les choses vont légèrement changer sur le fond, mais vont surtout changer sur la forme. Donc, on va avoir évidemment on va avoir des décisions qui vont aller dans le sens d'un retour des États-Unis sur le devant de la scène internationale, mais cependant sur la guerre des monnaies, sur le lead de ce pays et sur l'avance technologique qu'il veut continuer à avoir et l'avance économique, eh bien on devrait continuer sur le fond. Et on va parler des relations avec la Chine, évidemment. Alors justement, je me permets de t'interrompre une seconde. J'avais en quelque sorte une question, évidemment, parce que j'ai entendu les mots leadership vis-à-vis des États-Unis, mais moi, pour ma part, ce que j'ai constaté un petit peu depuis pratiquement un an maintenant qu'on connaît une crise sanitaire très importante, dirons-nous. J'étais pas là en 1918 pour connaître la précédente. Donc, une crise sanitaire qui, pour ma part, donne l'impression que désormais, c'est la Chine qui est repartie. La Chine qui a repris le leadership mondial, au moins au niveau économique, hein. Je ne vais pas rentrer dans le côté militaire, mais au moins au niveau économique. Est-ce que cela a que penses-tu de cela? Ou est-ce que tu penses que c'est pas le cas? Ou est-ce que si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? Alors je suis en phase avec ça. Effectivement, c'est après coup très clair désormais que la Chine a bénéficié de cette
pandémie, entre guillemets, et surtout des décisions occidentales qui ont eu lieu derrière et qui ont finalement affaibli tout l'Occident de manière générale, et qui de fait ont bénéficié à la zone asiatique, parce qu'il n'y a pas que la Chine, hein, on a aussi évidemment ses petits voisins, et notamment le Vietnam qui s'en sort excellemment bien, et d'autres pays à côté qui s'en sortent pas mal du tout. Le Japon, qui en quelque part faisait partie de l'Occident, lui s'en sort moins bien, à l'image évidemment des États-Unis ou de l'Europe, ou même de certains pays d'Amérique latine. Donc effectivement, je suis en phase avec ça. La Chine est le grand gagnant finalement de ce virus, et notamment des décisions qui ont suivi, puisque côté chinois, le confinement finalement moyenâgeux a très bien fonctionné, puisque effectivement le pays est calibré pour, et le système de culture et notamment le système politique le permet. Par contre, en Occident, appliquer ce type de méthode ne fonctionne pas du tout, ou très peu, et malheureusement, c'est plus à un suicide collectif économique que l'on assiste désormais en 2020, et qui va perdurer visiblement en 2021, et pour lequel on aura beaucoup de mal à s'en relever. On y arrivera évidemment, mais on s'est mis un boulet au pied, on s'est tiré une balle dans le pied, très clairement. On n'est pas parti correctement pour continuer la course avec avec la Chine. Ok, merci pour cette réponse. Bon, bah, écoute, je te laisse poursuivre dans le webinaire, juste en précisant aux personnes présentes que bien sûr, elles pourront poser des questions, que je relayerai ces questions auprès de toi, et voilà, pour faire un peu le côté interactif de notre webinaire. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos questions sur la petite fenêtre chat dont vous disposez. Voilà, donc à toi de nouveau, Benoît. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite parenthèse. La période s'y prête, même si la période est triste, mais la période s'y prête, puisque c'est la période de pré-Noël en quelque part, où voilà, on peut avoir deux idées de cadeaux pour Noël. Moi, je vous en propose deux en tout cas, modestement. Le Forex, qui est un livre que j'ai rédigé, qui en est à sa 4e édition, sous-titré Introduction au marché des devises, et que l'on trouve dans la collection Côté Finance, aux éditions L'Extenso Gualino. Donc le Forex, c'est vraiment le marché que j'affectionne plus particulièrement, et dans cet ouvrage, on décrit vraiment son fonctionnement, son histoire, la façon d'intervenir dessus. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer ce webinaire après. Le trader privé, un deuxième ouvrage qui parle plus de la façon d'intervenir, la façon de réaliser une approche de trading dynamique et active en fait. Donc c'est vraiment destiné à des investisseurs particuliers qui sont actifs en bourse. Je ne parle pas de scalpers qui sont hyper actifs, ni d'investisseurs très long terme qui vont faire du buy and hold, mais plus pour des gens qui, comme moi, font du swing trading, donc vont prendre une position pour les jours suivants, ou pour les day traders qui vont prendre une position pour les heures suivantes. Donc le trader privé, 3e édition. Dans l'autre collection, celle City and New York Trading, toujours aux éditions L'Extenso Gualino. Voilà, je suis l'auteur de ces modestes deux ouvrages, et je vous invite donc si vous les avez pas lus, à vous les offrir à vous-même, et puis si vous les avez déjà lus, à les offrir à votre entourage. Ça ne peut que leur être bénéfique s'ils ont un peu d'appétence pour ces domaines. Alors, commençons directement à l'essentiel. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, Alain, le Dow Jones a atteint les 30 000, mais malheureusement pour Donald Trump, il les a atteints après l'élection du 3 novembre dernier. Donc, bien malheureusement, ça ne lui a pas bénéficié, même si la dynamique était là. Effectivement, on était autour des 29 000 et quelques quand on était en période juste précédant les élections. Et après les élections, une semaine après environ, on a eu Pfizer, un laboratoire américain, qui a donc fait son annonce avec le fameux, à l'époque, 90% de taux de réussite, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, officiellement, d'après ses études, en tout cas, d'après son communiqué de presse à l'époque, eh bien, son vaccin fonctionnait sur un
un petit recul d'à peu près 2 mois. Et donc, cette annonce a propulsé les cours vers des plus hauts, et c'est à la faveur de cette annonce notamment que, effectivement, les 30 000 ont été atteints et dépassés, et même désormais eh bien, acquis, parce que ce n'était pas juste une mèche, une petite encartade au-dessus des 30 000, mais très clairement, désormais, un appui en support pour les day traders sur ces 30 000. Parfois, on a quand même quelques incursions, quelques séances sous les 30 000, et donc finalement 30 000, le support tient, et puis parfois il lâche temporairement, et donc on peut plus dire pour les gens qui font du swing que il faut le prendre, ces 30 000, plutôt actuellement comme un pivot. Alors, juste une interruption, Benoît. Donc, une première question en lien avec ce que tu commences à évoquer, donc qui est la suivante. Avec le nouveau président des US, donc Biden, est-ce que les indices ne vont pas corriger fortement? Donc, je pense que la question est posée parce qu'on entend souvent parler dans les cycles présidentiels et autres. Que penses-tu de cette question? Enfin, quelle est ta réponse plus exactement? Oui, alors c'est une très bonne question, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs actifs. Donc on est désormais sur, vous voyez, des 30 000 qui font office de pivot, sans peur, sans crainte. Pour l'instant, les marchés, eh bien, n'ont pas, avec désormais 1 mois et demi de recul, puisque Biden a été quand même, et- enfin, il a été officiellement élu hier, mais on avait dès le 3 novembre, enfin dès les heures suivant la fin des élections, pour lorsque le peuple américain s'est prononcé le 3 novembre, eh bien on avait déjà donc une idée en avance de phase sur sa victoire. Et donc les marchés n'ont pas effectivement eu peur à l'époque, et désormais ils n'ont pas plus peur aujourd'hui qu'à l'époque. Donc en fait, pour répondre à la question, non, les marchés n'ont pas peur de Biden. Ça aurait été Elizabeth Warren, ou ça aurait été Bernie Sanders, évidemment, notamment Bernie Sanders, ça aurait été clairement une autre histoire. Et là, les marchés auraient certainement dévissé, mais dès finalement le 4 novembre. Alors là, ce n'est pas le cas. Biden est apprécié des marchés. Biden, je vous rappelle, hein, il a été quand même vice-président d'Obama, donc en quelque part, on est totalement dans la lignée de ce qui se faisait finalement juste avant Trump, et pendant 8 ans. Et à l'époque, souvenez-vous, les marchés ont apprécié finalement la conduite générale de l'équipe Obama-Biden. Donc, on a même eu, à la fin du deuxième mandat de Barack Obama, de très bons résultats sur le plan économique. On avait un taux de chômage qui était, en tout cas, qui avait atteint l'objectif de la Réserve fédérale, qui était à l'époque de 6,5%, et donc il avait été clairement atteint, voire même très en dessous. Donc on avait un taux de chômage bas, on pouvait à l'époque parler même de retour au plein emploi. On avait également un très fort, enfin très bon PIB. On avait également eh bien une dynamique et une confiance, et tous les PMI qui étaient au plus haut. Et donc c'était, je le rappelle, hein, à l'époque, lorsque Trump a pris ses fonctions, eh bien c'était pas gagné pour lui en 2016 de continuer à aller plus haut. Parce qu'on était en fin de cycle, et en quelque part Obama avait fait le job, hein, après avoir pris les rênes suite à la crise économique de 2008, souvenez-vous, et donc de la défaite de Bush. Donc on avait cette montée, on était autour des 20 000 à l'époque, et on devait tenter des plus hauts, et personne n'aurait pu imaginer que Trump propulse finalement le dos à 30 000, c'est-à-dire finalement 50% plus haut qu'au moment où il l'a pris. Donc pour dire les choses très clairement, Obama avait très bien fait le job d'un point de vue économique. Évidemment, au bout de 8 ans, c'est plus facile, mais bon, c'est jamais gagné. Les choses auraient pu s'envenimer, hein. Souvenez-vous, la crise de 2008, c'était pas une petite crise tout de même, et elle touchait directement le cœur du système financier, donc le sang de l'économie. Et donc Barack Obama a fait l'exploit enfin, en tout cas, a fait le job et l'exploit donc de donner les clés d'un pays qui tournait bien à l'époque. Et Trump a réalisé un second exploit qui était de poursuivre cette dynamique et d'aller vers des plus hauts, alors que ce n'était pas gagné, puisque au bout d'un cycle de 8 ans, on aurait pu s'attendre, et
tout le monde s'attendait d'ailleurs à l'époque, quasiment tout le monde, le consensus était plutôt pour que Trump, eh bien, notamment parce qu'on le jugeait que sur la forme à l'époque, et toujours d'ailleurs, eh bien, le consensus et mainstream pensaient, et tous les observateurs de manière générale pensaient qu'il allait faire peur au marché. Et bien pas du tout, finalement, Trump est un homme de marché, il les a propulsés 50% plus haut vers les 30 000. Et là, il va donner les clés donc à Biden avec un Dow Jones à 30 000, et l'exploit de Biden sera idéalement de faire la même chose. Alors quand on projette 30 000 à 50%, ça nous fait 45 000. Seulement, bon, eh bien, c'est comme tout, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel lorsque l'on est en bourse, en tout cas pas dans l'immédiat et pas en une fois. Et puis d'autre part, la dynamique et sur la forme et sur le fond risque d'être un peu ralentie par rapport à la mandature de Trump qui était, même si elle est contestable sur la forme, mais en tout cas, on ne peut pas le nier, elle a été très dynamique sur le fond. Il y a eu un Alors, stimulus fiscal incroyable. Oh, oui, il y avait une question peut-être. non, non, ce n'était pas une question, c'était une petite remarque de ma part, Oui. c'est-à-dire, mais que tu allais peut-être aborder, et je t'ai peut-être coupé trop tôt. Tout simplement, c'est est-ce que, OK, Trump a propulsé le Dow Jones à 30 000, grosso modo, et Mhm. est-ce qu'il a fait des choses concrètes sur le plan économique? Parce que on le critique beaucoup sur la forme, mais sur le fond, qu'a-t-il vraiment fait, de ton point de vue, pour amener justement les marchés américains aussi haut? Alors il a fait deux grandes choses et il s'est réservé une troisième qui pourrait advenir sous la mandature de Biden. On va le voir après. Les deux grandes choses. La première, c'est qu'il a commencé par faire un stimulus fiscal assez fort, voire même assez impressionnant. Alors les Américains ne sont pas sont accoutumés à ça, hein. Ils fonctionnent un peu dans les extrêmes au niveau de leur économie à chaque fois. Enfin, il faut jamais dire qu'ils fonctionnent toujours de cette façon, mais en tout cas, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, par grands à-coups et par grands écarts. Souvenez-vous, même, il y a un moment où, eh bien, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'or était, il était interdit de détenir de l'or lorsque l'on était aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrême. Et bien, ce stimulus fiscal, sans être d'une extrémité incroyable, il a été quand même très poussé et très fort. Donc il y a eu un cut bien du taux de prélèvement sur toutes les entreprises, mais aussi les ménages, et ça a bénéficié à la dynamique interne et au marché domestique qui, du coup, a bien fonctionné. Les résultats se sont fait sentir dans le PIB, se sont fait sentir aussi sur le taux de chômage. Rappelez-vous, je parlais de 6,5. Sous Obama, on est arrivé vers 5 et sous Trump, on est descendu jusqu'à du 3,5. C'est incroyable, 3,5 lorsque, lorsque l'on y pense, vu de France, où où on se réjouit de descendre à du 8% et où c'est le nirvana lorsque l'on descend à 7, en objectif, un objectif que l'on n'a jamais atteint d'ailleurs, récemment en tout cas. Donc, vous voyez, on est sur une autre dynamique aux États-Unis. On est sur voilà quelque chose qui est très élastique, une économie élastique, une économie qui réagit très bien. Alors elle réagit très bien quand ça va bien, évidemment, et la contrepartie, c'est qu'elle réagit très mal, temporairement, lorsque tout va mal. En France, on a une vision totalement biaisée, puisqu'on a des amortisseurs sociaux qui sont très forts, et en ce moment, actuellement, on a même un assistanisme, j'ai envie de dire, d'État instauré, institutionnel, où quasiment la moitié de la population active fut un temps au chômage partiel et plus récemment un peu moins, mais en tout cas, on est comme ça sur un monde très artificiel. Aux États-Unis, je vais y revenir, ils ont eu évidemment un plan de soutien, un plan d'aide. On va y revenir juste après, mais je vais terminer sur les 3 points. Le premier point, on l'a dit, le stimulus fiscal. Le deuxième point, très important, il a positionné tout de suite des grandes directives sur des quotas et sur des tarifs, c'est-à-dire des droits de douane. Donc il a très clairement joué la carte du protectionnisme et la carte de l'unilatéralisme, c'est-à-dire qu'avec chaque partenaire, il sortait sous la mandature Trump, les États-Unis sortaient des conventions multilatérales, typiquement
comme se désengager de l'OTAN, se désengager de l'ONU, se désengager même de choses symboliques comme l'accord de Paris, par exemple, et de l'OMC, et de tous ces accords pour signer et traiter directement en bilatéral. Et ça, ce protectionnisme, ces tarifs, ce bilatéralisme a fait que finalement ça a protégé pendant un temps le marché domestique, et donc ça a boosté finalement des ventes qui allaient plutôt bénéficier aux entreprises américaines qu'aux entreprises étrangères, et notamment aux entreprises chinoises pour ne pas les citer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qu'il n'a pas eu le temps de faire, mais qui, je pense, ça a été totalement voulu et contrôlé, puisqu'il se le réservait pour son deuxième mandat, qu'il ne fera pas, c'est la guerre des monnaies et donc la baisse du dollar américain, la baisse des devises, notamment la baisse du dollar américain vis-à-vis du reste du monde. Et donc pareil, ça booste les exportations d'un point de vue américain, tandis que ça ralentit les importations. Donc le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Voilà, c'est donc déjà un pas vers les prochains slides, et notamment le slide du dollar américain versus d'autres monnaies. Donc effectivement, c'est à mon avis ce que l'administration Biden va perdurer, va continuer, puisque désormais c'est même peut-être presque le seul argument qui va leur rester, puisque Biden s'était engagé pour faire remonter un petit peu le niveau d'imposition. Donc il va aller à l'encontre du stimulus fiscal de Trump. Il ne va pas revenir au niveau d'origine, évidemment. En tout cas pas dans un premier temps, sinon ça ferait peur à l'économie. Donc il va plutôt y aller par graduation, par petites touches, mais en tout cas il va plutôt aller dans ce sens, faire remonter les impôts. En tout cas l'administration démocrate va donc faire remonter la pression fiscale aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt de nature à aller dans le bon sens. L'administration Biden démocrate va également aller à l'encontre de Trump sur le bilatéralisme. Elle va revenir dans la plupart des accords. Et surtout, le protectionnisme va un petit peu baisser sa garde, en tout cas au moins symboliquement et au moins dans un premier temps, pour surtout faire du contre-Trump, pour montrer que désormais une page est tournée et que désormais les États-Unis rejouent sur le devant de la scène le jeu international, le jeu de ses partenaires, etc., etc. Mais à mon avis, ce n'est que de la façade. C'est-à-dire que derrière, sur le fond, la guerre froide, entre guillemets, qui prend une nouvelle forme, qui prend plus la forme d'une guerre commerciale, évidemment, avec la Chine, et d'une guerre peut-être à terme technologique, en tout cas une guerre de séparation de la technologie entre les deux continents, eh bien va perdurer sous Biden, bien qu'il va y avoir des signes d'apaisement et de détente dans un premier temps. Donc en fait, pour résumer, c'est un peu sioux, mais c'est malheureusement ou heureusement pour eux, en tout cas, le fonctionnement des États-Unis, eh bien, c'est de montrer des gages, mais de continuer peut-être une ligne dure en toile de fond. Montrer des gages sur la forme, montrer des gages en façade, et derrière continuer une sorte de fermeté avec la Chine, et notamment lorsqu'ils vont passer à la phase de négociation, à la deuxième phase de négociation, la phase importante. La première phase n'étant que portée sur des quotas et des droits de douane. La deuxième phase va parler plus immatériel, droit de brevet, droit d'installation, etc., etc. On va rentrer dans le dur. Donc là, on a dit pas mal de choses. Pour synthétiser, donc le dos à 30 000, c'est quelque chose qui est désormais acquis, qui est le nouveau monde d'aujourd'hui. Le dos à 45 000, à mon sens, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, mais en fait, tout est possible parce que on va avoir, après cet épisode un peu covidio, entre guillemets, on va revenir à la réalité. Et la réalité, c'est un mur de dette
c'est un endettement qui a quadruplé en quelque part avec tous les plans de ci, de là, et des plans vont continuer à être engrangés en 2021, des plans de soutien, des plans de relance, des plans Marshall, peu importe le nom, mais en tout cas des plans, des PEPP, des TLTRO. Les banques centrales sont à la manœuvre derrière, et la politique et les politiques monétaires vont suivre. Donc, in fine, tout ça devrait, dans les années à venir, se retrouver en quelque part dans de l'inflation. Une petite remarque quand même, bon, les élections en Amérique, les élections aux USA et surtout le mode de scrutin n'est pas bien sûr le même qu'en France, mais également, là, manifestement, on n'est pas dans la Cinquième République française où le président peut tout, y compris décréter la dictature dans la Constitution, alors qu'aux États-Unis, manifestement, il y a quand même des contre-pouvoirs, et notamment le Sénat. Et il me semble que de ce point de vue-là, le Sénat n'est pas favorable à Biden. Donc, Alors, quelle incidence? le Sénat n'est pas forcément acquis à Biden. D'un autre côté, bon, il y a toujours l'autre chambre, et il faut se rappeler que bon, c'est pas la première fois. Barack Obama également a eu, notamment à la deuxième moitié de son mandat, également bah, mal à partir avec sa chambre, hein, ses chambres. Donc, c'est effectivement, il part avec un handicap. Donc, effectivement, ça va pas non plus dans le sens d'avoir une politique dynamique très très forte, autant que Trump en tout cas. Donc, effectivement, il va avoir dès le départ, effectivement, un petit désavantage. Et ça, c'est pas de nature effectivement à propulser le Dow Jones vers les 45 000 en ligne droite et dans l'immédiat. Ok, donc je te laisse poursuivre. Alors, ces fameux 45 000, évidemment, c'est très utopique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça fonctionne de manière, voilà, de manière logarithmique, hein. On ne passe pas de 20 000 à 30 000 comme on passe de 30 000 à 40 000. En fait, on passe de la même façon de 20 000 à 30 000. De la même façon, c'est 30 000 à 45 000. Hein. C'est bien cette dynamique exponentielle en quelque part à laquelle il faut s'attendre. Maintenant, ça ne va pas se faire dans l'immédiat, en tout cas, ça ne va pas se faire en 2021, mais ça peut très bien se réaliser par la suite. Alors, est-ce que ce sera sous la mandature de Biden ou après? Difficile de le dire. C'est même peut-être très ambitieux de penser que ça se ferait sous la première mandature de Biden. Enfin, pour tenter qu'il y ait une deuxième. Mais disons que la dynamique incroyable qu'on a eue sous Trump, il me semble que ça va être difficile à retrouver la même dynamique pour les 4 années à venir sur les indices. Donc, les fameux 30 000 sont atteints, sont travaillés, on est en pivot. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on poursuive bien énormément vers des plus hauts. On peut tenter, évidemment, d'aller vers 31, 32, 33 000. Ça ne fait pas de doute. Par contre, une fois qu'on va commencer à avoir les premiers résultats des entreprises dans les premiers trimestres 2021, eh bien, enfin les résultats de 2020 et les perspectives et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les résultats des vaccins, sont-ils efficaces ou pas? Est-ce qu'ils protègent uniquement la personne ou est-ce qu'ils évitent qu'on continue à être vecteur de transmission du virus? Est-ce que la chaîne du froid pose un problème ou pas? Est-ce que le virus mute? Et à ce moment-là, finalement, est-ce que ces vaccins ne sont pas que temporaires? Enfin bref, il y a beaucoup de questions qui font que derrière, le marché pourrait bien prendre peur avec, avec des signes noirs en quelque part qu'on ne peut pas prédire évidemment. Ça peut très bien venir aussi d'un scandale sur un vaccin qui serait peut-être finalement plus nocif que prévu. Ça pourrait très bien être
finalement, avec le recul, eh bien, des effets secondaires qui sont très néfastes sur le long terme et pas le court terme. Ça pourrait très bien être des vaccins qui finalement ont des taux pas si élevés que ça, puisque le virus fonctionne peut-être par saisonnalité. On parle de vagues, mais finalement, peut-être que ça fonctionne comme bien, la grippe, et donc chaque année, il faut refaire un vaccin différent, ce qui donc serait assez embêtant, on va dire, pour tout le monde, et donc de fait pour l'économie et pour la confiance. Donc en fait, les fameuses percées vers des plus hauts, ça c'est lié à l'inflation. Donc en fait, 40, 45 000, 50 000, voire même pourquoi pas 60 000, tout ça c'est à horizon, j'ai envie de dire presque 2030, c'est pour la décennie à venir. Donc ce sont les perspectives ultra long terme. Donc c'est pas pour du trading actif. Pour du trading actif, comprenez qu'on est déjà sur des plus hauts, qu'on est sur des plateaux, que ça va être difficile de propulser vers des plus hauts, mais tout ça sera conditionné aux premiers 100 jours de Biden, aux premières décisions, à sa rehausse fiscale, effectivement, à son plan de soutien. Je vous signale que là, dans les tuyaux, même si le Sénat n'est pas acquis, on a quand même, in fine, une sorte de consensus et de préaccord sur à peu près 900 milliards de dollars à venir pour un plan de soutien. Et tout ça suit un premier plan qui, à l'époque, fin mars, eh bien, était de 2000 milliards de dollars, dont une partie d'hélicoptères monnaie, hein, directement dans la poche des Américains. Puis il y a eu 500 milliards par la suite, hein, notamment pour continuer à soutenir les entreprises américaines. On a même eu des aides spécifiques après, par la suite, typiquement pour le secteur pétrolier, par exemple. Et là, désormais, on parle d'un nouveau plan de quasiment 1000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on est sur des masses énormes qui, in fine, vont faire changer les niveaux de référence dans les années à venir. Et donc, c'est le grand retour de l'inflation qui est à prévoir, et donc une poursuite de l'envolée des indices. Mais avant, il va falloir que tout ça respire. Et donc, il se peut très bien qu'on ait une petite correction quand même sous les 30 000 dans le premier trimestre 2021. Donc, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire depuis ma dernière intervention, là, si je résume bien, le maximum de bonnes nouvelles sont intégrées dans les cours, et de fait, le risque le plus important, c'est que le marché soit surpris par de mauvaises nouvelles. Exactement. On a peu à attendre en côté bonnes nouvelles, effectivement. Les bonnes nouvelles sont pricées. On a eu notre propulsion à 30 000 à l'annonce des vaccins. Et puis à la course au vaccin qui fait que même s'il y en a un qui ne marche pas, eh ben, le marché est rassuré parce qu'il y a tellement de candidats qu'il y aura bien un vaccin qui, dans le lot, réussira. Mais on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles de type saisonnalité, virus qui mute, virus qui tous les ans n'est plus le même, et du coup une sorte ça estompe finalement les bonnes nouvelles du soi-disant vaccin, qui derrière, eh bien, devrait plutôt être tourné vers, enfin en tout cas l'industrie pharmaceutique devra plutôt se tourner vers un traitement plutôt qu'un vaccin, ou alors il faudra accepter d'avoir des vaccins tous les ans. D'accord. Et de toute façon, même certaines études font état que le vaccin protégerait juste 3 mois, donc enfin certains vaccins ne seront pas. Donc on se repose la question effectivement, et d'autres vous disent qu'effectivement entre mars et octobre, on a déjà eu une mutation. Après, c'est un grand débat là-dessus, donc effectivement. Donc peut-être passer à l'euro-dollar, parce que je vois aussi le- l'heure qui tourne, et je sais que donc le SP500, je sais que tu as un autre rendez-vous après. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ce webinaire à mi-journée quelque part. Donc Oui, peut-être oui, arriver aux exact. monnaies. Exact. Passons aux monnaies. Le SP500, de toute façon, a un comportement similaire au Dow, hein, donc bon, il est voilà, autour des 3006, 3007. Il va suivre à peu près le même comportement, donc je ne vais pas le détailler, hein, je vous en ai parlé. Donc s'attendre plutôt à une poursuite, hein, parce que pour résumer, hein, les premiers jours de vaccin devraient plutôt être bénéfiques, hein, et donc devraient plutôt être appréciés par les marchés, et les premières annonces de Biden ne devraient pas non plus trop faire peur. Donc
on devrait être dans un consensus et donc dans une poursuite. C'est pour ça que je vous parlais peut-être au Dow Jones notamment, pourquoi pas toucher les 32 000, 31 000 dans un premier temps, puis 32 000 et pourquoi pas voir à terme les 33 000, mais tout ça, ce sont des objectifs très théoriques parce qu'on est sur une terra incognita, hein. On n'a jamais eu de niveau précédent, donc c'est très difficile de donner des niveaux précis. On donne plus des directions, donc des directions à venir autour d'un pivot de 30 000. Et puis ensuite, dans un temps un peu plus long, on devrait avoir un premier semestre un peu plus difficile avec plus de déconvenues, potentiellement des mauvaises nouvelles qui vont faire peur au marché et puis des mauvais résultats évidemment. Et donc à ce moment-là, peut-être une correction, une respiration, et là clairement on repartirait sous les 30 000 et ça peut arriver dès janvier, hein. Donc ça c'est bientôt, dès 2021 quelque part, à tout moment. Et puis ensuite, un point bas ultime qui devrait être atteint au cours de du premier semestre 2021, eh bien pour tenter de revenir vers des plus hauts et donc sans aller sur 45 000 parce que vous avez bien compris que c'est à très long terme, mais en tout cas vers des plus hauts et là à ce moment-là un retour vers plus haut que 30 000 sans souci. Donc voilà comment on accompagne le marché sur le dos, sur l'SP 500 avec d'autres chiffres, d'autres niveaux évidemment, mais en tout cas avec le même comportement. Et donc, parlons des devises, effectivement. Les devises, on est sur l'USD-CNH, qui est un bon reflet, évidemment, de ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que c'est en quelque part le quatrième atout qu'avait l'administration Trump, hein, qui n'a fait que commencer à l'initier en fin de mandat, mais malheureusement, je pense trop tard pour lui. En fait, pour résumer, il n'a pas eu de chance, hein, ce Trump. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées trop tard, finalement. L'effet d'une baisse du dollar, finalement, arrivera trop tard. L'effet de l'annonce de Pfizer est arrivé après, donc trop tard, et les 30 000 sont arrivés aussi trop tard. En quelque part, tout lui est arrivé trop tard. Donc bon, c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Donc il a eu un manque de timing sur la fin pour sa campagne en tout cas. Et donc là, vous voyez qu'on est sur un canal baissier USD-CNH, dont on avait déjà parlé lors d'un précédent webinaire, hein, lors de notre journée du 2 décembre. Souvenez-vous, avec WHS, on avait bien fait une petite incursion sur USD-CNH également. Et donc, on a des potentiels, hein, là, typiquement, de poursuite de ce canal, très clairement, dans les jours à venir. Alors, pour l'instant, on est en fin de phase haussière, hein, comme vous pouvez le constater ici sur le stochastique. Donc, peut-être attendre la fin de la semaine, voire le début de la semaine prochaine avant de se positionner. Mais enfin, visiblement, on n'ira pas vraiment beaucoup plus haut. Donc aujourd'hui, vers les 1,655, 1,654, 1,653 comme aujourd'hui, eh bien c'est le moment de se positionner pour tenter des plus bas. Et les plus bas, les prochains plus bas, évidemment, c'est sous les 1,650, hein, 1,645 en première ligne de mire. Et puis comme ça, on devrait continuer à descendre step by step, en marche d'escalier quasiment, pour tenter les 6,3, j'ai envie de dire en objectif quasi ultime. 6,3, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un moment où il faudra vraiment se poser la question parce qu'on arrivera sur un niveau de support extrême. 6,45, c'est donc le premier prochain objectif court terme et 6,30, c'est un peu l'objectif ultime long terme de 2021. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique, c'est sur des rails, quoi. Il y a peu de volatilité dans le canal. Enfin, il y en a bien sûr, mais on voit vraiment que d'un côté comme de l'autre, ça suit une trajectoire. On est dans des rails et d'autres intervenants comme Éric Lefort pourraient presque parler de tendance en ligne ici. Exactement, on est sur des rails, une tendance en ligne très, très franche, très claire, depuis l'été en fait, et on est sur une paire exotique et à la fois manipulée, hein, mais officiellement, il n'y a pas de complot, hein. La PBOC, la Banque centrale de Chine, donne des points pivots régulièrement, donc en quelque part ses objectifs à atteindre, alors dans des petites bandes étroites, hein, mais ça donne des indices et c'est bien elle qui est à la manœuvre pour faire finalement apprécier sa devise, hein,
le yuan. Donc on est sur là directement le CNH, on n'est pas sur le CNY parce qu'on ne peut pas intervenir en tant que particulier directement sur le CNY, mais sur le CNH, on a une réplique de ce qui, de la volonté en tout cas, sur le yuan de base. Donc il n'y a aucun souci à travailler cette paire tant que les conditions restent celles-ci. Il faut juste faire attention à quelque chose qui est quand même que de temps en temps, on peut avoir, vous voyez ici, une mèche rebelle très clairement vers le haut qui a là donné quelques paumes en tout cas à certains qui étaient placés trop près au niveau de leur stop. Et puis pareil, ici, une petite encartade vers le bas. Donc vous voyez ces mèches rebelles, ces mèches piégeuses que l'on pourrait de nouveau avoir, pourquoi pas ici ou là. Hein. Donc attention à vos positions lorsque vous intervenez sur ce type de paire, surtout qu'on est sur une devise exotique avec des spreads assez larges, avec effectivement, comme tu l'as dit, peu de volatilité intraday. Mais voilà, après sur une position swing, on peut être stoppé. Bon, faut accepter, c'est le jeu. Et donc, il faut quand même être vigilant sur ces stops. Et sinon, pour les plus néophytes d'entre nous, quelle différence entre CNH et CNY? Alors, le CNY, c'est vraiment le yuan de base, mais celui-là, on ne peut pas intervenir, c'est vraiment le marché primaire. Et le CNH, on est sur un yuan dit offshore qui est coté à Hong Kong et qui, en quelque part, est le sous-jacent sur lequel il est permis d'intervenir et donc de spéculer. Je vous rappelle pour D'accord, information, enfin juste pour rappel que le, officiellement la Chine est un pays communiste et donc il est très mal vu de spéculer évidemment. d'accord. Enfin tout ça ne sont que Théorique. des mots hein, évidemment. Donc un USD CNH qui est qui est à notre avantage puisque est assez lisible, assez clair. Les choses jusque-là devraient continuer à perdurer jusqu'au moment où l'administration Biden, démocrate, il vient dans la lignée de ce qu'ont fait les républicains précédemment, ces 4 dernières années, eh bien, vont reprendre les négociations avec la Chine et il faudra voir la tournure que prenne exactement cette phase 2. Mais cette phase 2, en tout cas sur la forme, devrait être plus feutrée, mais sur le fond, tout aussi dur que ce qu'on a connu précédemment. Dit autrement, l'administration américaine, eh bien, après avoir mis de côté ces négociations, va les reprendre en 2021. Donc vigilance sur les fondamentaux, vigilance sur le fond, vigilance sur ces négociations, parce qu'une sortie de canal eh bien, pourrait être envisagée à ce moment-là si les choses devaient s'envenimer, évidemment, sur ce front. Donc en fait, on a un USD qui se déprécie dans le temps long, peu à peu, vis-à-vis de certaines autres paires, d'autres devises, pardon, et dans ces paires se reflète cette dépréciation. USD en devise de base ici fait que, eh bien, vous voyez, l'USD, eh bien, se déprécie avec le temps long. C'est aussi normal parce qu'en quelque part, en carry trade, l'USD est peu rémunéré, quasiment, enfin, il est à zéro en fait pour nous, et le CNH, il est rémunéré à plus de 4%. Donc on est sur, lorsqu'on est short USD CNH, en quelque part, on bénéficie de plus de 4% d'intérêt par an. Ça fait pas grand-chose chaque jour, certes, mais en tout cas, ça va dans notre sens, et en tout cas, ça ne va pas à notre encontre. Ça ne va pas à l'encontre de notre position. C'est ça qui est important pour les carry traders que certains peuvent être. Ok, donc je présume que dans l'euro USD, où là, cette fois-ci, l'USD n'est plus en devise de base, le mouvement est inverse. Exactement, et c'est ce que l'on voit ici. Sur le même temps long, on a plutôt un euro qui s'apprécie, vous voyez, alors avec des hausses assez conséquentes, et n'est pas dans un beau canal haussier, puis on a eu un temps de pause, mais en quelque part, on a à peu près le même comportement sur le fond entre cet été et puis désormais. On a même eu le niveau des 1,20 chiffre rond très très remarqué, très 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 travaillé en tout cas à l'époque, vous voyez, en résistance, qui a été cassé récemment.
Et désormais, on évolue au-dessus. Alors là, le 1,20 ne fait plus du tout office de pivot, mais très clairement, désormais, plutôt office de zone support. Et je vous rappelle que 1,20, c'est la parité des pouvoirs d'achat entre l'euro et le dollar américain. Donc, au-delà du chiffre rond symbolique, c'est aussi finalement une inversion. C'est comme si on traversait un miroir et qu'on passait finalement dans le monde d'Alice. Donc, on était dans un monde précédemment jusqu'à très récemment, donc on était dans un monde où l'euro était sous-évalué par rapport au dollar américain, et désormais, on rentre dans un monde où l'euro devient un peu surévalué dans un premier temps, et qui pourrait, à terme, être de plus en plus surévalué au profit du dollar américain, qui lui est sous-évalué. Et donc, un dollar américain sous-évalué, c'est un dollar américain qui permet plus d'exporter pour les Américains vers la zone euro, et évidemment qui permet de faire moins venir les exportations de leur point de vue. Donc à ce moment-là, c'est bénéfique pour le marché domestique intérieur américain. Ok, et de fait, on, on change de paradigme un petit peu là, et jusqu'où l'administration Biden serait peut-être enclin à laisser courir, enfin laisser je vais dire s'effondrer le dollar ou à laisser se déprécier le dollar et donc de fait s'apprécier l'euro dans cette parité. Jusqu'à quel niveau as-tu des références historiques à évoquer à d'autres moments? Alors, à l'époque, on était le 2 décembre, ensemble, nous étions à 1,2060, souvenez-vous, hein, sous les 1,21. Et on avait donné en zone d'objectif les 1,22 dans un premier temps, et puis en zone ultime les 1,24, 1,25, disons 1,25 en vraiment résistance ultime. Et là, désormais, vous voyez, actuellement, au moment où on parle, on est à 1,21,50, donc on est bien en passe d'atteindre le premier objectif des 1,22. Et une fois que ce sera fait, pour ceux qui étaient déjà en position, conserver la position évidemment pour tenter de viser les 1,24 à 25. Pour ceux qui ne le sont pas, prendre plutôt sur des appuis. Mais là, le dernier appui a eu lieu il y a quelques jours, donc maintenant c'est un peu tard. Mais en tout cas, on devrait donc à terme aller vers les 1,24, 1,25 en passant par les 1,22 sans trop de difficulté. Ok, Alors, si les 1,25 sont cassés, donc là on parle déjà à mon avis, 2021, lorsque les 1,25 seront cassés, ce qui ne va pas forcément arriver très facilement ni très rapidement, mais lorsque sera le cas, il y a quasiment un boulevard pour monter jusqu'à du 1,35, 1,40. Évidemment, le chiffre rond des 1,30 fera quand même office de pivot et de travail intermédiaire. Mais c'est vrai que au-delà des 1,25, le champ est assez libre en fait, hein, pour l'euro-dollar. Donc on peut très bien, si Biden a besoin et si Biden voit, et son administration hein, notamment voit que la hausse de la pression fiscale a un effet néfaste plus que prévu en tout cas sur l'économie américaine, eh bien, ce serait idéalement le moment de propulser, évidemment, au-delà des 1,25, notre euro-dollar pour faire bénéficier eh bien, de cet avantage voilà, d'un dollar compétitif, d'un dollar presque dévalué, mais en tout cas à minima déprécié voilà, pour soutenir l'économie américaine. Donc c'est ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Hein. C'est bien ces grandes masses, ces grands effets et ces grandes décisions possibles au niveau de la nouvelle administration. et d'une manière générale, on dit souvent que les indices européens sont inversement corrélés donc à l'évolution de l'euro-dollar. Dit autrement, c'est si l'euro-dollar progresse, les indices, donc s'ils sont en tendance haussière durable, pas sur un petit mouvement de quelques jours bien sûr, mais donc une évolution comme tu l'anticipes, disons de maintenant pour monter sur un 25, donc ce serait susceptible de provoquer une faiblesse sur les indices. Qu'en penses-tu? Je suis totalement en phase avec ça et ça serait un bis repetita, en fait, vraiment une répétition du scénario d'après 2008. Bon, sous une autre forme évidemment, mais en tout cas sur le fond, où les États-Unis ont une recovery beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte
que la zone euro qui, souvenez-vous, après s'est empêtrée dans le problème des dettes souveraines, des pays périphériques. On a eu le Portugal, la Grèce, même l'Irlande. Enfin, et puis à un moment, on pensait à l'Italie aussi. Puis à un moment, on pensait même à la France. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, ça pourrait très bien arriver cette fois-là pour la France, hein, vu les décisions que l'on a prises, des décisions que l'on paiera sur le temps long. Et donc, effectivement, on va avoir certainement une décorrélation à la faveur des États-Unis. Donc, pour résumer, un dollar faible qui bénéficie aux indices américains et qui, un euro fort, eh bien, ne bénéficie pas au contraire aux indices européens. Et puis surtout une Europe qui aura du mal à se sortir des décisions de confinement fort qu'elle a pris tout au long de l'année 2020 et qui en paiera le prix avec un temps de retard en 2021, alors que les États-Unis ont peu ou pas confiné, hein, selon les régions, mais de manière générale ont faiblement confiné, à part évidemment à New York et quelques grandes métropoles, mais sinon sur le reste du pays, ils ont très peu confiné, et on voit bien que le pays repart sans être à une recovery encore aussi forte que la Chine, mais en tout cas, ils n'ont pas ils n'ont pas, ils n'ont pas d'effet néfaste visible dans leurs chiffres d'indices de confiance, les PMI, les ISM, etc. Alors, on approche de l'heure de webinaire. C'est peut-être le moment, là, je m'adresse aux personnes présentes dans le webinaire, le moment de rédiger vos questions, de faire des copier-coller. Si vous avez déjà rédigé les questions sur un document Word ou autre, pour faire part de vos remarques, questions à Benoît. Voilà, c'est toujours pour attirer l'attention sur le fait qu'on approche des 14 heures. Alors, j'ai pas de questions pour l'instant. Tu avais une autre parité à proposer ou Non, je pense qu'on s'arrêtait. Peut-être un petit mot du GPB-USD, je sais pas. Alors, effectivement, on a été dans l'incertitude, un petit peu d'incertitude, on a connu, dirons-nous, pendant 4 à 5 semaines, un peu plus de 4 semaines, donc un feuilleton politico-judiciaire aux États-Unis avec les démêlés de Trump et de la justice et autres, les recomptages. Mais là, pour le coup, depuis plus de 4 ans, c'est des tergiversations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, candidate à sa sortie de l'UE. Voilà, et on nous disait il y a 2-3 jours que c'était le dernier jour des derniers jours et que c'était fini. Et Ouais. maintenant, on nous explique que c'est peut-être jusqu'au 31 décembre minuit, que sais-je. Est-ce qu'il y a quelque part une possibilité d'aller au-delà du 1er janvier, ou est-ce que le 1er janvier, on est sûr d'avoir des frontières avec la Grande-Bretagne et sûr d'avoir un Brexit avec ou sans accord? Mais en fait, on ne savait pas au départ en 2016 quand ils ont voté Brexit, mais c'était pas un film, c'est vraiment une série, hein, avec plusieurs saisons. On en est à la 4e, effectivement. Ça fait et peut-être qu'on aura une saison 2021, qui sait. Donc effectivement, c'est assez incroyable. C'est tous ces reports, puisque à l'origine on n'avait que 2 ans, hein, pour faire le Brexit. Mais finalement, de report en report, on arrive à quasiment 4 ans désormais, et certainement plus de 4 ans, parce que tous les détails ne seront de toute façon pas réglés en 6 mois. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que la deadline, qui était dimanche dernier, dimanche 13, jusqu'à ce qu'elle soit reportée, la nouvelle deadline, c'est donc la deadline d'origine récente, c'est-à-dire le 31 décembre 2020, effectivement. Et ça nous emmène sur les fondamentaux, effectivement, à la fin de l'année, mais aussi sur la technique, à la pointe de biseau que nous voyons ici. Donc, en quelque part, la technique reflète ce qui se passe au niveau du fondamental, c'est-à-dire qu'à la fin, les cours, de toute façon, ils n'auront plus le choix. On sera dans un squeeze tellement extrême qu'il va falloir qu'ils sortent, alors soit par le haut de manière assez puissante, soit par le bas avec une puissance peut-être moindre, mais en tout cas une puissance tout aussi présente. Donc, soit d'ici la fin de l'année, on a un accord, ou en tout cas, même si on n'a pas tous les détails, mais en tout cas sur un accord général, et à ce moment-là,
ça va bénéficier au GBP qui devrait être propulsé vers le haut. Alors ça peut être en pointe de biseau, mais avant, hein, si l'accord a eu lieu, par exemple la semaine prochaine, ça sera par ici, et on devra donc à ce moment-là dépasser les 1,35 pour aller allègrement vers les 1,36, 1,37, pourquoi pas. Et puis si on avait eh bien pas d'accord, eh ben in fine on aurait une sortie par le bas ou une sortie à l'horizontale parce que les cours vont rester dans un marasme effectivement autour des 1,33. Le 2 décembre dernier, lors de notre dernier point, nous étions à 1,3360 et là aujourd'hui, vous voyez, on est le 15 décembre, 2 semaines après, on est toujours à 1,3360 dans ce biseau compressé. Alors, entre-temps, on a touché évidemment le haut et le bas, mais peu importe, en quelque part, on est toujours là-dedans, dans cette figure technique de biseau, de ce squeeze de volatilité qui va être compressé et qui va, de fait, potentiellement faire exploser les cours. Et moi, personnellement, je pense, de nature optimiste, quand même que on va trouver un accord ou un report, mais à minima, ça va être bénéfique pour le GBP. En tout cas, les probabilités sont plus en cette faveur, et donc je me positionnerai plutôt eh bien, à l'achat sur cette paire lors d'appui sur l'oblique. Donc l'appui sur l'oblique en support pour travailler une tentative de sortie vers le haut. D'accord, donc parce que c'est vrai que tu nous avais surpris en 2016 à anticiper le Brexit, comme je l'ai dit en début dans la phase de présentation de ce webinaire. Là, pour le coup, c'est qu'au final, tout le monde a trop à perdre, manifestement, d'après ce que tu dis, tout le monde a trop à perdre pour que ça se passe pas bien, quoi. Oui, tout le monde a trop à perdre. On a une vision un peu franco-française ici, on est déformé, mais en quelque part, c'est vrai que les Britanniques bénéficient de l'Union européenne, mais nous bénéficions beaucoup aussi du marché britannique et notamment de produits britanniques donc, et de services aussi, notamment les services financiers entre autres. Et donc, ne pas avoir d'accord serait quand même, même si tout le monde dit, et désormais même Ursula von der Leyen ose dire que, bah, après tout, hein, on est OK pour un no deal, mais on sent bien que tout ça, c'est un jeu de poker, tout ça, c'est un peu pour essayer de mettre la pression. Et d'ailleurs, petite remarque, vous avez bien vu que Michel Barnier a été un petit peu mis de côté ces derniers temps, donc on est sur voilà, une sorte de reprise en main au plus haut niveau pour essayer de trouver un accord dans les derniers jours, les dernières semaines, puisqu'il en reste encore 2, voire derniers jours, voire dernières heures, et peut-être qu'avec un peu de magie dans les dernières secondes, pourquoi pas, ou dernières minutes. J'en doute quand même, hein, les dernières minutes, dernières secondes, mais disons que dans les derniers jours, c'est très envisageable, oui. Bah, de toute façon, toute l'Europe est confinée pour le Nouvel An, donc ils peuvent très bien faire des visioconférences et des débats, hein. Oui, Après c'est tout. vrai que tout est fermé, donc il n'y a plus que ça à faire. Négocier, travailler, continuer à faire des heures supplémentaires, de toute façon, on peut plus aller au resto, on peut plus aller nulle part. Ok, ben merci Benoît pour toute cette présentation. Là, on est vraiment arrivé aux 14h, 14h02. J'ai pas vu d'autres questions. Bon, vous Mhm. pourrez toujours, bien sûr, reposer des questions à Benoît. Je sais pas si tu as un slide avec ton adresse email ou autre, si les gens voudraient, mais il était très facile à trouver au niveau de ton site internet, donc présent sur Twitter, présent sur Facebook, voilà, bientôt présent sur YouTube. Bon, Benoît, maintenant que la panne va être été résolue, il y a les réseaux YouTube qui étaient en panière, maintenant c'est résolu, donc je pense que tu peux créer ta page, enfin ta chaîne YouTube pour également pouvoir nous offrir régulièrement des vidéos. Donc, je vois encore une personne qui vient juste d'arriver. Donc, le webinaire se termine. Il était prévu de 13h à 14h, mais il est enregistré et il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Self Invest, dès ce soir. Donc, voilà, pour les personnes qui arrivent juste à l'instant. Donc, bon, peut-être effectivement que cet horaire inhabituel à mi-séance n'était pas forcément facile pour tout le monde, mais bon, l'essentiel, c'est que ce webinaire ait lieu et que l'on puisse de fait prendre date pour tout ce qui a été dit. Donc, pour ma part, je reste bien sûr à votre disposition si vous souhaitez des précisions sur les services de Self-Invest. Donc, toujours à votre disposition pour du coaching personnalisé gratuit à distance. Donc, quand vous ouvrez un compte chez Self-Invest, effectivement, je vous accompagne dans vos premiers trades.
Voilà, on essaye d'y aller progressivement, et surtout avec un money management adapté. Évidemment, je suis le responsable des bureaux parisiens de Self-Invest. J'ai également hâte de retourner à Paris, mais je dirais dans des conditions de travail normales, pour dire. Donc, notamment de pouvoir déjeuner au restaurant, parce qu'effectivement, s'il faut aller à Paris et manger sandwich midi et soir, c'est quand même assez pénible pour tout le monde, je pense. Mais j'ai les plus vives craintes, puisque aujourd'hui même, Jean Castex, notre Premier ministre, vient de rebondir sur une news du Conseil scientifique. Donc, le Conseil scientifique a publié ses nouvelles recommandations en date du 12 décembre, en indiquant très clairement que les plus gros facteurs de risque pour attraper le Covid, ce sont les repas, qu'ils soient familiaux à domicile ou qu'ils soient au restaurant. Et Jean Castex a rebondi là-dessus en disant qu'il ne pouvait nous donner aucune garantie sur une réouverture des restaurants au 20 janvier. Donc, ceci explique cela et peut conduire effectivement à faire que les conditions de travail à Paris soient encore compliquées. Et on a l'habitude, Benoît et moi, de se retrouver dans une petite cantine parisienne pour justement échanger sur les perspectives économiques. Ça risque d'être un petit peu différé. Je suis désolé, Benoît. Je sais que c'était à moi, mon tour de t'inviter, mais là, pour le coup, il va peut-être falloir attendre encore quelques semaines. Bah écoute, volontiers. Après, je viens d'entendre ou de comprendre que désormais les repas, tout repas sera potentiellement interdit, ou, ou Alors, on parle uniquement des restaurants? non, là, on parle uniquement des restaurants. Enfin, disons que l'étude en question du conseil scientifique, c'est de dire que prendre un repas en présence de quelqu'un d'autre, que ce soit chez soi, à domicile, ou que ce soit au restaurant, c'est là qu'il y a le plus gros risque. Donc maintenant, ils en viennent à considérer la portabilité du virus par voie aérienne, puisque même l'Allemagne interdit de chanter à la messe de Noël. Donc c'est pour dire à quel point maintenant la propagation du virus par voie aérienne est prise en compte. L'Allemagne, depuis très longtemps, demande aux écoles d'aérer leurs pièces, leurs classes. Et maintenant, c'est même rentré également dans les gestes barrières en France d'aérer les locaux. Donc, le risque est véritablement là. Au vu de ça sous-entend, le Premier ministre rebondit là-dessus en disant je vais pas forcément réautoriser les restaurants le 20 janvier. On voit dans quel désarroi les restaurateurs peuvent bien sûr se trouver, mais pour nous autres, aller au bureau, travailler à Paris et forcément juste aller acheter quelque chose à emporter, c'est pas non plus tip top. Alors là, j'ai une petite remarque. Alors, merci pour votre partage de votre vision. Donc ça, c'était un remerciement. Et ensuite, j'ai, comme l'avait dit la députée anciennement LREM, la disposition de la crise sanitaire est prévue pour durer au 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Bah oui, oui, c'est vrai que l'état d'urgence sanitaire, je crois, il est jusqu'au 1er avril en France. Donc, ils ont prévu le coup. Voilà, s'ils l'ont prévu jusqu'au 1er avril, c'est pensant bien que toute la période hivernale, ça allait être très difficile, et notamment que le vaccin, on va pas avoir vacciné 50% de la population dans 3 mois, quoi. Donc là aussi, il faudra du temps. Je vais interrompre maintenant notre enregistrement en laissant juste le mot de la fin à Benoît ici avant que je coupe l'enregistrement. Bah écoutez, merci donc à toutes et à tous, et puis merci Alain, merci à WHS, et puis au regard de ce que tu as dit en conclusion, j'ai l'impression qu'on vit une époque formidable, malheureusement. Donc portez-vous bien, faites attention, et puis bon trade. Voilà, bah, une époque formidable, je sais pas, mais enfin une époque où il faut s'adapter forcément. Bon, bah, je pense, je suis aussi comme Benoît un petit peu d'un naturel optimiste, où de toute façon, l'homme s'est toujours adapté aux diverses situations. Et aujourd'hui, une de ces adaptations, c'est notamment le télétravail ou les téléconférences, ou comme notre journée de webinaire, notre symposium de webinaire que nous avons fait le 2 décembre, que nous renouvellerons bien sûr. Donc voilà, on s'adapte, on fait des travaux. C'est moins sympathique, dirons-nous, c'est moins
convivial peut-être que de voir les gens de visu en présentiel, mais forcément, on est bien obligé de nous adapter. Donc là, j'arrête l'enregistrement.